mieux comprendre l'évolution de Charlie Hebdo menant à sa trahison, jusqu'à aller au bord de sa perte, afin qu'il soit récupéré comme un outil de propagande pour les élites sionistes, et se mettre au service du conflit de civilisation, il faut remonter quelques années en arrière. Charlie Hebdo est un journal hebdomadaire satirique fondé en 1970 par François Cavana et le professeur Choron. Il fait une large place aux illustrations, notamment aux caricatures politiques, et il pratique aussi le journalisme d'investigation en publiant des reportages à l'étranger ou sur les domaines les plus divers. Autrefois, Charlie Hebdo était un journal libertaire, un organe de presse résistant, composé de ses deux fondateurs et de ses collaborateurs de moindre mesure, Reiser, Wolinski et Cabu. Mais au fil des années, il est devenu un organe néoconservateur, au moment où il fut retourné totalement par Philippe Val, ignoble gauchiste militant judéo-sioniste, anti-hétérosexuel, anti-islam et bien entendu, anti-complotiste. Il faut voir dans la théorie du complot telle qu'elle se développe là dans les films, tels que Thierry Messant, tous ces gens-là développent cette théorie. Elle a un but aussi, cette théorie. En disant ce n'est pas Al-Qaïda, ils essayent d'aider Al-Qaïda. Ce sont les vrais propagateurs des idées d'Al-Qaïda. Le dessin est absolument, nous semble clair. Mahomet, là, sur ce dessin, est éploré. Évidemment qu'il ne s'agit pas des musulmans, il s'agit des intégristes. Ils donnent des arguments aux sergents recruteurs de Al-Qaïda. Ce sont les propagandismes du terrorisme qui fait tant de victimes parmi les populations civiles, comme on a vu à Madrid. Ce sont des purs criminels. Ce sont évidemment des paranoïaques, c'est tout ce qu'on veut, mais enfin, en attendant, ce sont des criminels, parce que leurs idées ne sont pas neutres, elles ont un but. Ce personnage sans talent était coincé, voire tenu indirectement par des histoires de meurtre, via son ancien compagnon de route Patrick Fonte, condamné à 4 ans d'emprisonnement pour pédophilie. Réussissant à venir à la tête du journal satirique, sans compter l'aide de certains ultrasionistes, tels Caroline Forest, cet individu a fait en sorte, au nom d'une liberté d'expression particulièrement orientée, de produire et étaler des caricatures ordurières et blasphématoires sur l'islam ou le catholicisme, tout en cadenassant celles du même type qui seraient, ou pourraient être liées au judéo-sionisme ou à Israël. À titre d'exemple, une caricature particulièrement dure colorée le démontre parfaitement. Lui, il avait rencontré Chirac, il était tout content parce qu'il avait pu caresser le petit chien de Madame Chirac, c'était lamentable. Il avait eu la Légion d'honneur aussi par Chirac lui-même. Enfin, il était foutu, il était passé carrément de l'autre côté. Depuis que Reiser est mort, depuis que Ciné n'est plus là, avec eux et tout ça, ils me font pas rire. Cabu, qui était nul aussi, lui était copain avec le maire de Paris, Delanoë, il ne se quittait plus. Il avait sa table ouverte, il a même une grande expo, enfin à la mairie de Paris. Donc ils bouffaient tous avec le pouvoir, quoi, quel qu'il soit. Et j'ai pas de leçon d'insolence à recevoir de gens qui se sont couchés devant Philippe Val, qui s'est couché devant Sarkozy pour devenir directeur de France Inter. Bah non, lui il a choisi son camp. On l'a eu au téléphone au début, il y a 1 an, là, en pleine bagarre. Et, il a dit à ma femme, moi je pense à mon avenir. Il s'est pas gratté, quoi. En tout cas, il a bien fait de rester, parce que maintenant, il est rédacteur, c'est ce qu'il voulait. Bon. Rien que pour ça, j'aimerais qu'il se casse la gueule. Comment dit-on, la trahison ne paie pas. Mais quand l'un des dinosaures du journal, Ciné, dans sa chronique hebdomadaire, Ciné sème sa zone, ironisé sur l'ascension du juif marron Jean Sarkozy, où il y fait notamment allusion aux fiançailles de celui-ci avec l'héritière, de confession juive, des fondateurs du groupe Darty, et à une possible conversion au judaïsme, une rumeur lancée par Patrick Gaubert, ancien président de la Licra. Philippe Val se soumet à la pression de Sarkozy, et de l'obliger à mener Ciné au licenciement. Et l'éviction de Ciné avait entraîné une vive polémique médiatique.
Depuis la reprise par Charlie Hebdo des caricatures de Mahomet du Giland Posten en 2006, un journal d'extrême droite danois qui plus est, cela avait déclenché contre le journal de vives réactions, parfois violentes, dans des pays musulmans. Ainsi, on permettait à un journal satirique d'être l'un des outils parfaits pour provoquer inlassablement une certaine communauté fragile, afin d'obliger certains esprits faibles de cette même communauté issue de la banlieue à glisser progressivement dans cette idéologie qu'est l'islam radical, fabriqué et fantasmé de toutes pièces par les élites. Et au final, cela nous amène à la validation des provocations abjectes d'un Charb, le 7 janvier 2015, que son travail consistait à démontrer que nous sommes face à des gens dangereux, incapables de dialoguer, et qu'ils seraient capables, si on continuait à insulter le prophète, de venir avec les armes. Le 2 novembre 2011, les locaux de Charlie Hebdo avaient été incendiés par 2 fuyards cagoulés. Revenons sur les anomalies d'un acte jamais revendiqué, mais devenu dans un premier temps rentable pour les caisses d'un journal, qui fut en péril financier, jusqu'à ce que la Providence par le sang vienne sauver la tête de ce dernier. 3 ans plus tard, et 2 mois avant son assassinat, Charb, directeur de publication depuis 2009, est toujours sous protection policière. Ça, c'est un auto-da-fé. C'est comme dans les années 30 en Allemagne. C'est exactement la même chose. Les mecs qui ont fait ça sont des nazis. Au nom du gouvernement, et je crois pouvoir le dire au nom de tous les Français, je voudrais dire le soutien qui est le nôtre à un journal, tout simplement. On aime ou on n'aime pas Charlie Hebdo, mais c'est un journal. La liberté de la presse, c'est une liberté sacrée pour les Français. Dans la nuit, tôt ce matin, un ou plusieurs individus ont cassé une vitre de Charlie Hebdo, balancé un cocktail Molotov à l'intérieur, et ce qui a eu pour résultat d'enflammer une partie des locaux. Et la liberté de la presse, ça veut dire la liberté d'expression et même la liberté de penser. Les conséquences, c'est que le matériel est inutilisable et qu'on ne peut pas faire un journal dans ces conditions-là. Et c'est en cela que je crois tous les Français apportent leur soutien aujourd'hui à Charlie Hebdo. Tous les ordinateurs sont là. Il n'y a plus d'ordi. Il n'y a plus d'ordi. En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, il est tout à fait clair que bien sûr, tout sera fait pour retrouver les auteurs de cet attentat, parce qu'il faut bien appeler ça un attentat. Mon ami, c'est du cocktail Molotov, c'est en haut. Ça fait cramer les premiers des stocks qui étaient là-haut et c'est retombé ici. Et puis voilà, ça a cramé. Et si certains croient pouvoir imposer une façon de voir dans la République française qui n'est pas celle de la République française, eh bien ils se trompent, ils seront combattus. Les Français n'accepteront pas cet impérialisme. Vous pensez que c'est lié à la couverture de Charlie Hebdo? Oui, je pense pas que ce soit un mec bourré qui rentre de soirée, qui a balancé un cocktail Molotov par hasard. C'est une déconnade sur le fait que la charia risque d'être appliquée en Libye et qu'un parti islamiste arrive en tête des élections en Tunisie. Les intégristes chrétiens, comme vous les qualifiez, protestent, ils expriment aussi une opinion, ils ne brûlent pas. En l'espèce, nous avons affaire à un attentat. Charlie Hebdo, Charia Hebdo, le rapprochement était marrant à faire, et ouais, mais c'est juste une énorme blague. Mais je ne veux pas préjuger les responsabilités de cette atteinte. L'enquête judiciaire déterminera les responsabilités et j'espère nous permettra de trouver rapidement les coupables afin qu'ils soient présentés à la justice. Il ne faut pas avoir peur, c'est justement ce qu'ils veulent, c'est qu'on ait peur, mais non, la meilleure réponse c'est de ne pas avoir peur. On essaye de nous faire taire pour les fois à venir, oui sans doute, mais on continuera à s'exprimer. Donc ça ne fait que renforcer notre conviction, notre détermination à faire Charlie Hebdo. Un attentat mené par des impérialistes. C'est ainsi que Claude Guéant, alors ministre de l'Intérieur, avait qualifié l'incendie d'origine criminelle qui s'était produit le 2 novembre 2011 dans leur bureau parisien du 20e arrondissement. Seule avait été retrouvée une bouteille de vin préparée pour le cocktail Molotov et lancée par 2 individus cagoulés. Dans l'unanimité, la classe politico-médiatique avait immédiatement dénoncé cet acte non revendiqué, sans oublier de l'imputer, sans la moindre preuve, à des pyromanes islamistes.
Le problème, 3 ans plus tard, l'enquête policière n'avait abouti à aucune piste. Du moins, officiellement. À travers une campagne de donation, l'équipe de Charlie Hebdo, temporairement logée dans les bureaux de Libération, avait pu ensuite recueillir, en l'espace de 2 mois, 30 000 € et obtenir, en janvier 2012, un nouveau siège négocié gracieusement et sans engagement auprès de la ville de Paris. 2 jours plus tard, le site du journal avait publié un appel aux dons à caractère migo d'une armée désespérée. En février 2011, 8 mois avant l'incendie, Charb avait déjà sollicité la générosité des lecteurs. Amis lecteurs, nous avons besoin de vous. Rappelons d'abord que Charlie Hebdo ne vit que de ses ventes. Rappelons ensuite que les actionnaires de Charlie Hebdo sont tous des salariés du journal. Des salariés au nombre desquels ne figure plus Philippe Val. Oui, le papier est cher, mais songez qu'un numéro de Charlie Hebdo est beaucoup moins cher qu'une Kalachnikov, même d'occasion. Achetez Charlie Hebdo, faites acheter Charlie Hebdo, abonnez-vous à Charlie Hebdo qui est et restera votre hebdo libre et indépendant. C'est démocratique. Et c'est obligé ça? On pourra consulter le greffe en ligne du tribunal de commerce de Paris. Les comptes de la société éditrice de Charlie Hebdo, dont Charb est le gérant, y figurent. Au 31 décembre 2013, le résultat de l'entreprise était effectivement dans le rouge. Moins 51 999 €. Tendance inverse, 2 mois après l'incendie de 2011, un chiffre record de 655 270 € en excédent. Au lendemain de l'incendie, un chroniqueur vedette du journal, le médecin urgentiste Patrick Pellou, se lamentait auprès des journalistes. Un dessinateur, Brice, précisait qu'il n'y avait plus d'ordinateurs utilisables. Tous les ordinateurs sont là. Il n'y a plus d'ordi. Il n'y a plus d'ordi. Charb indiquait que le système électrique avait fondu. Il insista qu'une bonne partie du journal était détruite, tout ce qui leur servait à faire était inopérant. Invité sur France 5, Charb avait surenchéri. Il est handicapé, ce journal-là, tel qu'on le connaissait, il est handicapé pour toujours parce que les ordinateurs ont fondu, donc il est impossible de refaire un journal dans ces conditions. Heureusement, l'immeuble n'a pas pris feu, les pompiers sont intervenus juste à temps, donc il n'y a que le local de Charlie Hebdo qui a été en grande partie brûlé, enfin en partie brûlé, et le reste, les vapeurs chaudes ont tout cramé. Est-ce vraiment le cas? 2 mois plus tard, un site d'information spécialisé, 01net.entreprise, avait publié l'interview de Jean-François Beuze. Celui-ci était le président de Sifaris, la société de services informatiques en charge de Charlie Hebdo. Revenant sur son dépannage après l'incendie, cet expert indépendant avait révélé, presque incidemment, un fait méconnu et constaté moins de 12 heures après le jet du cocktail Molotov. Une fois les lieux accessibles, il avait pu constater que l'armoire informatique, placée de façon à être protégée en cas de feu ou d'inondation, n'avait pas brûlé, que les archives papier étaient intactes, et que les postes de travail ne devaient souffrir que d'un peu de suie à l'intérieur. Il avait précisé, en outre, l'absence de toute dégradation majeure sur l'armoire informatique. Cette armoire était autonome électriquement. Grâce aux sondes de température, il avait pu constater, au moment de son redémarrage, qu'il n'y avait eu aucune montée de chaleur au niveau des composants. Pourquoi, dès lors, l'équipe de Charlie avait-elle évoqué, non seulement au lendemain de l'incendie, mais également les jours suivants, que les dégâts ont été si importants qu'il handicapait pour toujours le journal? À en croire les propos du président de Sifaris, interrogé sur son diagnostic, il n'en était rien. L'incendie mystérieux et la dramatisation qui s'en est suivie auraient-ils servi la cause commerciale de Charlie Hebdo? Fin 2010, le bilan comptable du journal était désastreux, une ardoise d'1 demi-million d'euros en guise de résultat.
Grâce à la couverture médiatique internationale et aux ventes fructueuses des 2 hebdomadaires spéciaux, en novembre 2011, puis en septembre 2012, brocardant le prophète de l'islam, la bande à Charlie, sous prétexte de liberté d'expression, bénéficia finalement d'un nouveau sursis financier. 3 ans après la médiatisation de la destruction de leurs locaux, le compte était de nouveau au rouge. À moins d'attendre un nouvel incendie susceptible de leur faire encore de la pub, comme l'avait alors reconnu Wolinski, Charlie pouvait toujours tenter de récolter de l'argent auprès d'un camarade de combat de Charb, le mécène médiatique et multimillionnaire, Pierre Berger. Mais maintenant que j'ai trouvé la vraie foi, bismillah, je tue des vieux au nom d'Allah, je décapite des enfants pour faire plaisir au prophète, je torture des otages, wallah. Mieux encore, le juvénile Charb, dont le salaire net de 3500 € était le plus élevé de l'équipe, semblait en mesure de renflouer les caisses en mobilisant les foules. La solution, la mise en place d'un prometteur one-man show comme l'illustraient ces sketchs d'une rare subtilité dans le jeu et l'écriture. Mais au final, c'est par son sacrifice que le journal sera sauvé, après avoir été financé à perte, ou plutôt comme une oie, pour aboutir à ce caviar. Pour Luce et les survivants de Charlie Hebdo, oubliez les problèmes financiers. Au bord de la faillite avant les attentats, le journal vient de recevoir près d'1 million d'euros en 72 heures, grâce aux dons de près de 15 000 personnes. Le fonds Google Éditeur a également versé 250 000 € au journal, quand Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, a promis qu'elle débloquerait en urgence, si besoin, 1 million d'euros, en plus d'aides structurelles. Autre élément troublant, ils font tout pour ne pas être identifiés, ils sèment les policiers, mais ils laissent une carte d'identité dans la voiture. Cette erreur va permettre aux enquêteurs de mettre très vite des noms sur ces 2 silhouettes meurtrières. L'identification des auteurs présumés de l'attentat contre Charlie Hebdo serait basée sur un malencontreux oubli, selon l'affirmation de la police, relayé sans sourciller par la presse traditionnelle, celui d'une carte d'identité appartenant à Saïd Kouachi. Plus aberrant encore, des drapeaux djihadistes auraient également été retrouvés dans la voiture abandonnée des fuyards. Automatiquement, cela rappelle le 11 septembre 2001, à New York, où un passeport censé appartenir à l'un des pirates de l'air présumés avait été découvert sur un trottoir, avant l'effondrement des tours jumelles. Comme d'habitude, il y aura toujours les bien-pensants de la propagande, pour venir vous servir la soupe, celle qui consiste à nier ou à rejeter toute invraisemblance sur ce type d'indice, par mauvaise foi ou par procédé malhonnête, et faire en sorte de ne pas croire en la théorie du complot, selon leur verbiage récurrent. Si on se penche sur l'article de BuzzFeed, 3 jours après les attentats de Paris, du pseudo-journaliste du Monde et du Décodex, Adrien Sénécat, l'objectivité de ce dernier relève d'une mauvaise foi abyssale. Le but, prouver malhonnêtement que le parallèle entre le passeport du 11 septembre 2001, la carte d'identité de Charlie Hebdo et le faux passeport du 13 novembre n'a aucun rapport. Pour commencer, il faisait valoir le fait que l'on ait retrouvé un passeport le soir du 13 novembre, qui, cette fois-là, n'avait donc pas du tout permis d'identifier le terroriste rapidement, puisque tout restait à éclaircir à son sujet 4 jours après les faits, car le passeport était en réalité un faux. Mais il ne se sera jamais posé la question suivante: pourquoi ce type portait-il son faux passeport sur lui, ou pour quel usage, s'il avait eu l'intention de se faire sauter en martyr? Pour le passeport du 11 septembre, il va faire le parallèle fallacieux avec d'autres objets retrouvés issus du même avion,
Osez faire la comparaison avec le mystérieux crash du vol MH17 et ses propres objets retrouvés, sans pour autant faire la différence entre ce crash de type classique et celui à caractère kamikaze et d'une violence inouïe. Il va même omettre le détail étrange, tel Dale Coleman, l'agent du FBI qui avait recueilli par la suite ce passeport, que ce dernier, quasi intact, avait été remis à un policier par ce même passant, mais qui avait aussitôt pris la fuite. Le premier jour, on est tombé sur le passeport de Sattam al-Soukami. Il a été remis à un inspecteur de police du quartier qui essayait d'interroger les gens qui sortaient des bâtiments. Quelqu'un lui avait tordu le passeport et quand il a relevé la tête, le type qui le lui avait donné s'était enfui. Autre incongruité qu'il oubliera de préciser, qui peut faire le parallèle avec les drapeaux islamiques des frères Kouachi, c'est le bagage du meneur présumé, dénommé Mohamed Atta, qui avait été malencontreusement oublié par le personnel chargé d'embarquer les valises des passagers dans l'avion qui décolla de l'aéroport de Boston. On y avait ainsi découvert un manuel de pilotage aéronautique en arabe, accompagné d'un exemplaire du Coran. Si on se penche sur la carte d'identité retrouvée dans la voiture des frères Kouachi, le verbiage qu'il emploie prouve qu'il n'en est pas sûr, lui aussi. Il admet l'idée sans argumenter que ce terroriste, agissant comme un véritable professionnel, puisse oublier sa propre carte d'identité dans une voiture. Alors que ce genre d'objet est généralement rangé dans une poche où on ne risquerait pas de le perdre facilement, ou plus étrange encore, l'avoir sur lui pour aller commettre ses attaques, et surtout, pour quel usage. Et admettre l'idée qu'il aurait pu laisser cette carte d'identité volontairement, c'est de cautionner celle de vouloir remonter bêtement la piste de quelque complicité éventuelle. Et si ce fut dans le but de signer son crime en dévoilant son visage, pourquoi porterait-il des cagoules lors de l'assaut de Charlie Hebdo? Cagoulés, armés, vêtus de noir, l'apparence d'un commando. Jusqu'où ces hommes s'étaient-ils préparés? Ils ont caché leur visage, leurs cheveux et portent des gants pour ne laisser aucune trace. Mais plus étrange encore, outre sa mauvaise foi sur l'inévitable identification des suspects par un autre moyen, sans comprendre que ce dernier n'est en rien éminent à pouvoir les identifier, c'est qu'on retrouve quand même leurs empreintes digitales et ADN dans la voiture. S'ils voulaient ne laisser aucune trace dans cette voiture, et au vu de leur tenue adéquate, de quelle façon sont arrivées leurs empreintes telles qu'elles soient dans ce même véhicule? Janvier 2015, en fin d'après-midi, le journaliste Gopi Chandra Karel avait fait connaître son regret singulier via Twitter, synonyme de faire profil bas. Pour quel motif? Membre de la rédaction indienne de l'IBT, International Business Times, un média basé à New York, l'homme avait visiblement commis une grosse bévue au regard des tabous de la profession journalistique occidentale. Le juif Bernstein, cadre au sein de l'influent laboratoire d'idées atlantistes CFR, avait ainsi interpellé le journal sur Twitter pour leur suggérer son licenciement. En milieu de journée, le dernier article de Karel avait été publié. Son titre, Attaque de Charlie Hebdo et connexion du Mossad, est-ce qu'Israël laisse échapper sa colère pour la reconnaissance de l'État de Palestine par la France? L'objet du papier, une dissertation presque scolaire dans la forme, sur les théories du complot en cours sur Internet, à propos d'une responsabilité des services secrets israéliens dans ce mystérieux attentat perpétré
perpétrée hier contre l'équipe de Charlie Hebdo par un éventuel duo, prétendument vite identifié. Entre-temps, un autre mystère doit être éclairci. Comment un média israélien tel 24 News, chaîne info basée près de Tel Aviv et société de droit luxembourgeois possédée par Patrick Drahi, l'homme le plus riche d'Israël, a-t-il pu devancer ses homologues français en révélant 5 heures avant les journalistes de la place de Paris, la double nationalité des auteurs présumés de l'attentat contre Charlie Hebdo? Faisant mine de ne pas prendre parti sur la validité de ces théories, car elle souligne que le gouvernement de Benjamin Netanyahou était profondément hostile à la récente reconnaissance de l'État de Palestine par le Parlement français, ainsi qu'envers les dernières prises de position, plus tranchées, du Quai d'Orsay en faveur d'un retour aux frontières de 1967, d'ici 2017. Et son papier de se conclure par ce mot quelque peu audacieux, notamment au vu des canons du journalisme français. La réaction de l'IBT, en fin d'après-midi, fut la censure du papier, toujours consultable dans les archives du web malgré tout. Le lien URL originel, comportant encore le titre de l'article, renvoie désormais à une note d'excuse à l'attention des lecteurs. Rédacteur en chef de l'IBT, le juif Peter Goodman avait justifié, via Twitter, la disparition de l'article en le qualifiant de complètement inapproprié. Aujourd'hui même, car elle allait publier un autre article, plus du tout depuis en ligne, et consacré aux rumeurs relatives à un complot domestique dans l'attaque de Charlie Hebdo. Moralité, il est possible, aux yeux de l'IBT, comme de la plupart de ses confrères occidentaux, de laisser passer un papier laissant entendre que des services secrets puissent mettre en scène un attentat imputé à la mouvance islamiste, à condition que ces services secrets ne soient pas israéliens. Pointer du doigt des opérations sous couverture russe, chinoise et même française, aucun problème. Nul ne vous accusera d'être russophobe, sinophobe ou francophobe. Tentez l'expérience, comme Gopi Chandra Karel, avec le Mossad et l'accusation d'antisémitisme, tacite ou explicite, cela planera sur votre réputation. Et ce, en dépit des innombrables agissements criminels du Mossad, plus ou moins déguisés, telle l'exécution, toujours passée sous silence par les médias traditionnels et ignorée par la mouvance pro-palestinienne orthodoxe, de l'opération du 11 septembre.